Alors une rapide capsule pour parler un peu d'art contemporain. On a beaucoup parlé d'art contemporain, enfin moi j'en ai pas mal parlé, puisque j'ai beaucoup évoqué l'impact de l'art dans ces années Macron en fait. Il y a beaucoup d'objets d'art, de tapis d'art, de peintures, d'objets qui sont vraiment très étranges, très violents, euh, et qui sont aussi l'œuvre d'artistes particulièrement controversés. Donc il y avait en particulier cette exposition au Palais de Tokyo avec les œuvres d'une artiste dont certains tableaux rappelaient vraiment de façon épouvantable des scènes pédophiles. Donc en particulier un tableau qui m'avait beaucoup marqué, où on avait l'impression d'avoir un enfant qui était à genoux, les mains liées dans le dos, et qui avait la tête entre les cuisses de ce qui semblait être un homme. Donc c'est vraiment des images difficiles, et elles sont d'autant plus difficiles que j'en parle au moment de la sortie du film Sound of Freedom en France. J'espère que ce film va être un succès. Moi, j'ai eu la chance de voir le film en avant-première dans d'excellentes conditions à Paris. C'est un film qui mérite de bonnes conditions et surtout de discuter ensuite avec le réalisateur et qui est quelqu'un d'assez passionnant. En plus, j'avais zappé que le producteur du film, c'était Mel Gibson. Et véritablement, il est très impliqué dans des films qui sont décriés, qui sont menacés, que beaucoup de gens aimeraient voir interdits dans les salles, et qui, une fois qu'ils arrivent en salle, connaissent un grand succès populaire, parce que je pense qu'il choisit bien les projets sur lesquels il travaille, et il a une vraie conscience catholique, Mel Gibson. L'acteur aussi, enfin les acteurs, que ce soit les enfants, les adultes, il y a une distribution de ce film qui est vraiment de haut niveau. Voilà, donc c'est le contraste entre des films qui essayent d'alerter sur cet immense danger, sur nos enfants en danger, et des œuvres d'art qui sont mis dans les musées et les palais de la République française et qui sont véritablement perturbants. Ce tapis soleil noir à l'Élysée, le tableau d'Alechinsky qui ressemble à une menthe religieuse ou un vampire, ce tableau donc avec des connotations pédophiles évidentes. Tout ça se passe avec d'autres affaires, d'autres scandales qui ont eu lieu en même temps, comme tout ce qui allait dans l'environnement chemsex de Palmade. Et ce tableau, d'ailleurs, avait été dégradé. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient allés dans le musée et qui avaient badigeonné de la peinture. Et je me rappelle véritablement parce que ça s'était passé, je pense, le 7 mai, la veille du 8 mai. Et le président de la République, qui ne fait jamais de tweet pour souhaiter une joyeuse Pâques aux chrétiens ou un joyeux Noël ou n'importe quelle fête religieuse, en fait, il ne les fête pas. D'ailleurs, cette année, on n'a quasiment pas entendu parler du 11 novembre, qui n'est pas une fête religieuse, hein, mais qui est un hommage aux soldats qui se sont battus pour les couleurs de la France et pour le drapeau. Mais toujours est-il que le 8 mai, le président a fait un tweet pour protéger ce tableau. Et le message sous-jacent, c'était on n'attaque pas l'art. Et ça me fait penser également à Charlie, donc qui était on n'attaque pas l'humour. Et si vous vous rappelez l'épisode de Charlie et la violence de Charlie Hebdo, c'était véritablement une violence très forte contre l'Église chrétienne et sur la pédophilie, etc. Enfin, vraiment, il y avait aucun respect, il y avait beaucoup d'amalgame. La même chose contre la religion musulmane, ce qui est presque plus douloureux pour les musulmans parce qu'ils n'aiment pas la représentation du prophète, c'est comme ça. Mais finalement très peu sur tout ce qui pouvait se passer en Israël. Et on se rappelle tous de ce qui avait pu arriver au dessinateur Ciné
Et donc on a l'impression qu'en fait il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit d'avoir de l'humour, et il y a des sujets sur lesquels absolument tout est permis. C'est-à-dire que l'art en fait devient véritablement un outil politique au service des politiques, la caricature également, c'est-à-dire que les magazines sont engagés politiquement, ils sont pas engagés pour nous parler de l'actualité, de toute l'actualité avec un humour caustique, ils ne regardent qu'une partie, que sous un certain angle. Et ça c'est terrible parce que dans la période actuelle, on se rend compte que en réalité plus personne n'est Charlie. Ou alors Charlie, s'il critique Vladimir Poutine, éventuellement Zelensky, mais voilà, c'est tout. Mais je vais revenir à l'art contemporain. En fait, moi, quand j'étais jeune, j'avais lu la biographie de Kahnweiler. Et Kahnweiler, qui était un des marchands d'art de Picasso. Picasso qui a assez vite connu un grand succès. Et qui, pour moi, est quelqu'un qui a changé le marché véritablement de l'art contemporain. Parce que il a réussi à faire rentrer des artistes qui défendaient dans des collections importantes partout dans le monde, dans des musées et à des prix qui permettaient aux artistes de vivre sans être sous la protection de rois ou de grands aristocrates qui étaient des mécènes, mais là véritablement de vivre de leur art. C'est-à-dire faire des tableaux qui n'étaient pas des tableaux de commande, qui étaient des tableaux véritablement créés par eux, et Picasso en particulier, hein, il faisait pas de choses figuratives ou de paysages. Donc il y a une vraie rupture par rapport à ce qu'il y avait avant, où il y avait beaucoup de commandes religieuses, beaucoup de commandes d'aristocrates, et des choses un peu grandioses, des paysages, des scènes de guerre, des scènes également de campagne, comme prenons tous des fermes, des paysages, etc. Mais d'un seul coup, les sujets changent, la manière avec laquelle ils sont peints change, et donc on rentre dans une nouvelle phase de l'art. Et après, il va y avoir une phase conceptuelle, une phase abstraite. Enfin, ça va partir dans beaucoup de directions, avec un travail sur la couleur, un travail sur la matière, un travail sur justement figuratisme, abstraction et tout ce qui va entre les deux. Et bien sûr conceptuel et également l'art cinématique, géométrique, enfin tout est possible en fait. C'est-à-dire que l'art est véritablement allé dans toutes les directions. Mais ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, en parlant de caricature, de est-ce qu'on est Charlie ou pas, etc. Là, historiquement, c'était toujours un signe de pouvoir, en fait. C'est-à-dire que les rois voulaient avoir dans leur cour les plus grands artistes pour faire les plus grands portraits. Et on voit bien, d'ailleurs, dans tous les pays du monde, bah, les artistes qui sont restés dans l'histoire ont toujours été des artistes qui étaient près du pouvoir. Et c'est vrai également en période contemporaine, puisqu'il y a énormément de commandes publiques qui passent comme ça. Prenons juste le cas d'un artiste qui a beaucoup défrayé la chronique, Jeff Koons. Eh ben, vous voyez, il a réussi, moyennant quelques millions, même si officiellement ça avait été donné, à avoir une œuvre de lui au cœur de la capitale, des Tulipes, pas très loin du Petit Palais, et qui sont censés être un symbole, un hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour cet artiste? Quand vous êtes un artiste, la seule chose qui vous intéresse, c'est l'éternité. Donc, la première étape pour avoir l'éternité, c'est de commencer à rentrer dans des grandes collections, d'avoir des expositions majeures, d'avoir beaucoup d'artistes de presse, des critiques, des émissions, beaucoup de polémiques aussi. Et puis finalement, rentrer dans les grands musées du monde. Mais en fait, dans les grands musées du monde, quand on devient un peu connu, c'est pas forcément compliqué de faire en sorte que les musées décident de vous inclure, entre guillemets, dans leur collection, surtout si vous offrez les œuvres. Mais
il y a des endroits qui sont considérés comme éternels. Et le Louvre fait partie de ces endroits-là. Et en plus, comme la France est toujours en mal d'argent, il y a toujours des arrangements entre ces grandes galeries multimillionnaires ou milliardaires et les musées nationaux et Versailles. Et il y a quelques grands galeristes avec les grands collectionneurs qui les entourent et des artistes qui se sont dit, tiens, si on essayait d'obtenir de mettre de l'art contemporain à Versailles. Et alors, il faut comprendre en fait la mécanique. C'est-à-dire que quand vous êtes un artiste connu, vous êtes fragile. C'est-à-dire que vous pouvez être connu et puis passer de mode. Donc vous avez vendu des tableaux quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, vous avez eu des belles ventes aux enchères, mais finalement vous êtes comme tous les artistes du monde, sauf que vous avez eu des prix plus élevés, peut-être vous avez fait des ventes où vous êtes dans un peu plus de musées. Mais ça, en réalité, ça correspond à des dizaines de milliers d'artistes dans le monde. Voilà, pas une poignée, ça correspond à beaucoup d'artistes. Et tout le monde sait qu'on peut facilement influencer le prix dans les ventes aux enchères. En revanche, avoir la chance d'exposer à Versailles ou au Louvre, vous rentrez dans l'éternité. Et si en plus vous avez un scandale, alors là vous rentrez dans une éternité parfaite. Et donc, imaginons que la cote de l'artiste soit 1 million pour une œuvre importante de lui. Eh bien, le fait d'avoir ce type d'exposition peut avoir comme impact de faire que vos œuvres importantes, du jour au lendemain, elles passent à 2 millions ou 3 millions. Parce que vous étiez très connu, mais là maintenant vous êtes très connu et vous avez eu un solo show plusieurs mois, donc une exposition seule, avec des œuvres dans la Galerie des Glaces, dans les jardins de Versailles, dans des salles vraiment importantes de Versailles. Donc évidemment, la presse du monde entier en a parlé. Donc déjà, ça vous fait une campagne de pub qui vaut des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Et qui va, pour le coup, rien vous coûter. Et donc, si vous avez trouvé un accord pour financer l'expo à 15 millions, en disant à l'État, vous inquiétez pas, vous gardez la billetterie, vous gardez, un espèce de deal comme ça, déjà rien qu'avec la campagne de pub, vous êtes vainqueur. C'est-à-dire que vous avez dépensé 15 et vous avez gagné 100 millions, si la campagne médiatique est que de 100 millions. Mais alors si en plus, il y a un problème comme pour Anish Kapoor avec de la vandalisation d'œuvres d'art, là vous gagnez 200 ou 300 millions. Et puis en plus, vous avez de la sympathie puisque vous êtes un artiste engagé, controversé. Et donc forcément, les collectionneurs, ils aiment bien ça. D'ailleurs, à la limite, ils aiment bien acheter cette œuvre sabotée, entre guillemets, parce qu'elle a une part d'histoire en plus, comme avait montré Banksy, où dans une vente aux enchères, il avait mis un tableau, et une fois que le tableau avait été acheté et qu'il avait fait son prix d'1 million, il avait déclenché un petit mécanisme qui était caché, qui n'était pas connu, et le cadre du tableau se transformait en machine à broyer. Et malheureusement, en fait, la machine est tombée en panne avant d'avoir fini de broyer l'œuvre. Et donc, au lieu d'avoir l'œuvre qui tombe en lambeaux, en fait, il y a la moitié de l'œuvre qui était encore en bon état et l'autre moitié qui était en lambeaux. Et résultat, en fait, ça a fait que l'œuvre valait encore plus cher. Et donc, pour celui qui l'avait acheté, c'était un jackpot, puisque d'un seul coup, cette œuvre qui était assez anecdotique, en fait, c'était un tableau connu de James Koons, mais pas un tableau extrêmement important, puisqu'il en avait fait beaucoup de versions, mais devenait un tableau complètement unique, et dans laquelle il y avait la double main de l'artiste, puisqu'il était caché dans la salle pour faire ça. Donc c'était lui qui avait mis en marche, et c'était lui qui avait fait l'erreur. Et donc là, pour le coup, ça devenait une œuvre unique, mais en plus une œuvre connue dans le monde entier. Puisqu'évidemment, quand vous avez une bonne idée, là, ça fait le tour du monde. C'est comme quand il y a quelques années, un artiste de Perrotin réussissait pas à trouver l'œuvre qu'il était censé exposer et il a eu l'idée saugrenue d'acheter des bananes et du scotch et de coller. C'était une manière de faire un pied de nez au monde de l'art contemporain en disant « Vous êtes tous tellement cons que de toute façon, je vais mettre une banane et vous allez trouver ça génial. » Et il a eu raison parce que c'est l'œuvre qui a fait le plus parler d'elle-même. Et
et le galeriste Perrotin a fait croire qu'il l'avait vendu. Après, il s'est avéré que c'était pas du tout le cas, parce que les gens sont cons dans l'art contemporain, mais quand ils commencent à dépenser des sommes vraiment importantes, puisque là, il était censé le vendre 100 000 euros, la banane et le rouleau de scotch, mais avec un contrat qui disait que vous pouviez changer la banane. Vous n'étiez pas obligé d'avoir la banane qui pourrit sur le mur. Et ben, là encore, pour le galeriste et pour l'artiste, campagne de pub mondiale. C'est-à-dire que finalement, pour le prix d'un kilo de banane et d'un rouleau de scotch, ça a été une campagne de pub qui valait 100 millions. Et donc, l'artiste invité partout, le galeriste invité partout, plein d'interviews dans les télés, plein de choses, etc. Mais ça a aussi beaucoup choqué, puisqu'en fait, ce qu'il a montré, c'est que, en fait, il n'y avait pas de respect pour ce marché. Comme tout est conceptuel, tout est n'importe quoi, en fait, on peut véritablement mettre n'importe quoi. Et vous savez, il y a des anecdotes, par exemple, c'est une œuvre de Christos, c'était une chaise emballée. Vous savez, Christos, c'est lui qui a fait l'emballage de l'Arc de Triomphe. Mais il a emballé des îles, il a emballé le Pont Neuf, etc. Bon, il faut savoir qu'on a dit, mais c'est gratuit, ça coûte rien à la France. Alors d'abord, ça coûte peut-être rien à la France, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, il y a quelqu'un qui est le producteur de l'œuvre, puisque l'artiste il était mort, donc il n'était pas là pour s'en occuper, donc c'était sur la base de dessins, etc. Donc c'est une œuvre que l'artiste a jamais pu faire. Il a fait des esquisses et c'est un peu comme si vous finissiez un Tintin, quoi. C'est-à-dire vous considérez que vous êtes capable de faire sans l'artiste et de faire comme si c'était l'artiste qui l'avait fait. Bon, voilà, on sait très bien qu'une esquisse de la Joconde, ça fait pas la Joconde, et des dessins sur le papier d'une œuvre, ça fait pas une œuvre de lui. Mais bon, ça c'est un débat qui, voilà, c'est l'art contemporain. Je vous dis, quand il est vu comme ça, c'est ridicule. Mais là, j'essaie de vous dire pourquoi c'est vraiment une arnaque également, et ça coûte des fortunes aux Français. C'est qu'en réalité, les gens qui produisent cette œuvre font financer cette opération. Alors, ils ont évalué ça à 4 millions. Et donc, l'État dit, moi, je vais pas vous l'offrir, mais je suis ravi pour les Parisiens, pour les machins, d'accepter l'idée que ça vaut 4 millions. Et donc, c'est comme s'il y avait eu un don de 4 millions du producteur. Et maintenant, le producteur va vendre, par exemple, pour 10 millions d'échantillons de la bâche qui est utilisée pour recouvrir l'Arc de Triomphe, des multiples, des graphiques qui ont été faits, donc pas les originaux, mais des lithographies de ça, numérotées, avec un cachet, puisqu'évidemment ça peut pas être signé par l'artiste, plus plein de choses, des petites maquettes de l'Arc de Triomphe avec des morceaux du tissu, des ceci, etc. Et donc imaginons que ça va rapporter, je sais pas moi, 10 ou 15 millions. Donc la plupart, en fait, déjà, ça va être vendu en défiscalisation. Donc, c'est-à-dire, la personne va l'acheter, profession libérale ou autre, et dire, voilà, ça va décorer mon cabinet, ça va... Et avec des solutions, par exemple, de leasing. Donc, la personne va dire, voilà, moi, je vais l'acheter en leasing, donc à celui qui vend au producteur, sur 2 ans. Donc, imaginons que ça vaut 24 000 euros. En fait, pendant 2 ans, il va payer 1 000 euros tous les mois. 24 000 euros, intérêt compris. Et à la fin, en fait, il y a ce qu'on appelle une option d'achat. Mais l'option d'achat, elle est transmissible. Et donc, la boîte va dire, moi, je veux pas l'acheter parce que je vais changer ma décoration. Et il va commencer un nouveau leasing. Mais je transmets, en fait, à mon CEO. Donc, c'est le propriétaire de la boîte qui va hériter de l'option d'achat. Et donc, avec 1 euro, il va acheter une œuvre qui vaut 24 000 euros. Donc, ça lui a coûté qu'1 euro. Ça n'a coûté à la boîte, ça n'a pas coûté 24 000 euros, puisque la boîte aurait pu payer sur ses bénéfices. Donc en fait, ça n'a coûté que 16 000 euros, puisqu'il y a 8 000 euros de bénéfices qui n'ont pas eu lieu. Mais si le patron avait dû l'acheter, le patron pourrait être capable d'acheter une œuvre à 24 000 euros, on le sait tous, quand vous avez un certain salaire, en fait l'État il prend la moitié, il prend même plus. Mais imaginons qu'il prend que la moitié. Donc pour qu'il vous reste 24 000 euros, il faut que votre boîte vous ait donné 48 000 euros. Mais pour vous donner 48 000 euros avec les charges sociales, la retraite, etc., il aurait fallu que la boîte, elle vous donne, pour simplifier, 65 000 euros.
Donc, vous réalisez que pour que vous puissiez vous acheter vous-même un tableau à 24 000 euros, il faut que votre boîte soit capable de vous donner 65 000 euros. Ben, ça lui a coûté que 16 000 euros de vous le donner. Et comme c'est dans le cadre de trucs de mécénat, etc., tout ça, c'est possible. Et ben l'État, vous venez de le constater, en fait, il a perdu en impôts sur la personne, les fameux et en charge, etc., à peu près 40 000 euros dans cette opération. Multiplié par le nombre de personnes et multiplié par d'autres possibilités de défiscalisation. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a 1000. Et donc, oui, ça coûte cher. Donc, quand on vous dit ça coûte rien, c'est faux. C'est comme les partenariats publics-privés, c'est comme les autoroutes, c'est comme les bâtiments à Ballard, le palais de justice, etc. Enfin, je ne sais pas si vous saviez qu'au palais de justice à Paris, qui est dans le nord de Paris, eh ben, il y a des tables. Toutes ces tables, en fait, elles n'appartiennent pas à l'État. Elles font partie d'une location à long terme qui est gérée, en l'occurrence, par Bouygues. Eh ben, si dans le commissariat, la table est abîmée ou que quelqu'un casse le petit anneau sur lequel il a ses menottes, eh ben, ça va coûter entre 750 et 1500 euros pour la réparation. Alors que si l'État, il était raisonnable, il aurait des tables Ikea améliorées qui lui coûteraient 150 ou 200 euros, vu le nombre dont il a besoin. Et puis il aurait quelqu'un qui viendrait avec une perceuse et puis mettrait des systèmes avec des boulons, des trucs incassables en fait. Mais là, c'est fait en réalité pour être cassé. Et vous imaginez le commissaire, ça arrive. Ça, c'est peut-être son budget d'imprimante de 6 mois qui saute. Donc, il va falloir qu'il explique parce qu'il n'a pas le choix de la réparer. Ça va être fait et ça va lui être facturé. Et donc, qu'est-ce qu'il va plus faire avec cet argent? Et donc, ça, c'est la gabegie de l'État qui ne veut pas constater la réalité des dettes et qui triche. Mais ce que je vous racontais tout à l'heure avec des petites choses, eh ben, c'est pire avec les fondations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail cette fois-ci des montages fiscaux extrêmement intéressants pour la Fondation Louis Vuitton ou la Fondation Pinault, mais je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Imaginons que vous êtes un milliardaire, philanthrope, collectionneur, et vous avez également un grand groupe industriel à transmettre. Et vous savez qu'il va y avoir 1 ou 2 milliards ou 3 milliards d'impôts. Mais vous aimez l'art contemporain. Et vous avez des choses que vous aimez dans l'art contemporain et des choses qui vous intéressent pas du tout. Mais les choses qui vous intéressent pas du tout, vous savez comment les monter en épingle et les vendre en faisant un gros bénéfice. Bah, c'est simple. Il suffit d'identifier un artiste qui est pas très cher, qui a pas beaucoup vendu dans sa vie, comme ça il n'y a pas de risque d'avoir beaucoup de tableaux qui se retrouvent sur le marché. Donc c'est des critères vraiment importants. Il faut pas qu'il ait beaucoup vendu. Et là, vous achetez toute sa production, vous créez une exclusivité. Et de façon assez artificielle, vous allez faire monter sa cote en 2 ans pour atteindre, il est parti de 1000, et pour atteindre 1 million. Et pour ça, vous allez avoir toute une équipe qui va se mettre en branle à côté de l'artiste, d'attachés de presse, de coaching, de consultants, etc. Donc il va avoir un espèce de programme de combat pendant 2 ans. Avec des expos dans des foires aux 4 coins du monde, des expos solo, des catalogues, des articles dans des magazines, des pubs dans des magazines, des critiques, etc. Mais surtout, en fait, la clé, c'est que vous allez annoncer que chacune de ces expos est sold out. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à vendre. Et donc, les gens arrivent à l'expo et invariablement, ils vous disent qu'est-ce qui est encore disponible. Et vous dites, il n'y a rien disponible, j'ai déjà une liste d'attente. Et là, vous avez vos clients fidèles, en général, qui sont un peu déçus, qui disent mais pourquoi tu m'as pas prévenu, moi ça m'intéresse. Alors le galeriste leur dit écoutez, évidemment je vais te mettre en priorité, je savais pas si ça t'intéressait, bon t'avais pas réagi à mon email et donc je m'étais dit que t'étais pas très motivé. Et puis là, quelques jours après, il va lui dire, alors tu sais, l'artiste en question, il avait fait 3 versions d'un tableau que t'aimais beaucoup à 120 000.
Lui, il préférait la version qu'il a gardée. Si ça t'intéresse, il peut te la faire à 150 ou 180. Alors, je vous rappelle que la première version n'a pas été vendue. Elle ne réapparaîtra jamais sur le marché parce qu'elle a été transformée en la deuxième version. Ça fait partie du truc. Et donc, c'est-à-dire qu'il a rajouté, l'artiste, en fait, il avait présenté à l'exposition des œuvres non terminées, et il finit les œuvres qui deviennent les versions évoluées de la première œuvre. Alors évidemment, il faut choisir des artistes pour lesquels ça c'est possible. Donc souvent, ça va être des artistes qui font des choses conceptuelles ou abstraites, c'est-à-dire ce serait compliqué pour la Joconde, même s'il y a différentes versions de la Joconde, comme tout le monde le sait. Mais en tout cas, il va faire ça, et alors que la personne, s'il y avait eu une vraie exposition, elle aurait très bien pu dire à 110, écoute, si tu me le fais à 90, je te le prends. Puis le galeriste aurait fait, non, 90, tu sais très bien que je vais le vendre, donc donne-moi 100. Et puis, voilà, ça serait fini à 100, mais pas à 110. Alors que là, comme il a fait croire qu'il y avait une demande très forte, des listes d'attente, que tout était vendu, la personne, quand il lui dit 150 ou 180, il va sauter sur l'occasion, parce qu'il va dire, mais si je négocie, il va m'envoyer chier, parce qu'il doit y avoir 5 personnes qui le veulent. Et ça s'appelle faire monter la personne au cocotier. C'est-à-dire, vous lui faites croire que il y a, voilà, que c'est l'affaire du siècle. Et en fait, assez vite, le galeriste va voir si ça mord à l'hameçon. C'est-à-dire s'il y a des gens qui s'intéressent vraiment à cet artiste sur l'étape de 100 000, et donc après il va continuer sur ce chemin pour l'étape à 500 000, puis éventuellement des étapes fortes en fonction de l'appétit en fait d'un certain nombre de collectionneurs. Je vous rappelle qu'il n'y avait aucun collectionneur au début, donc c'est vraiment comment créer une base de collectionneurs prêts à payer très cher pour un artiste qui n'a quasiment jamais rien vendu, et dont l'art, en tout cas, n'intéresse pas particulièrement ni le mécène, ni les galeristes qui jouent le jeu. Donc en fait, on a tout un écosystème qui s'est mis en place, il y a des bouquins qui ont été écrits, il y a des interviews, il y a plein de choses, etc. Et le galeriste a dit, allez, lui, on a fait quelques centaines de milliers d'euros de vente, ça vaut le coup d'aller au bout du système. Et peut-être il y aura sur le chemin quelqu'un qui va acheter à 500 000 ou à 1 million. Et c'est là qu'arrive l'astuce. C'est-à-dire que vous allez, vers la fin du cycle, créer une fausse vente à 10 ou 20 millions l'œuvre, et qui est achetée par un de vos amis, que vous remboursez, enfin bref, ça vous a coûté les frais. Et là, vous allez aller voir l'État et vous allez dire à l'État, écoutez, voilà, on a cet artiste, on a un gros stock, il est vraiment en train de monter. Vous avez vu ses résultats aux enchères, vous avez vu ses résultats dans nos expos, vous avez vu... franchement, il monte, si vous voulez, avant qu'il soit trop tard. Moi, j'en ai une centaine, je peux vous en laisser une trentaine. À 200 000 euros en moyenne, 30 tableaux, ça fait déjà 6 millions d'euros. Mais ça pourrait être un artiste qui est au million. Là, c'est vraiment pour vous donner l'ordre de grandeur. Mais prenons un ordre de grandeur 600 millions. Donc voilà, plus d'artistes, plus cher, etc. Et là, vous dites, et l'État vous dit évidemment, mais attendez, j'ai pas du tout les moyens de m'offrir ça, je suis pas capable de débloquer des mécènes dans un temps aussi rapide, c'est vraiment compliqué. Et là, le galeriste lui dit, mais qu'à cela ne tienne, j'ai un gros client qui est toujours un mécène de la galerie. Il a des trucs de succession, il a 400 millions à régler ou 500 millions à régler. Donc ce que je vous propose, c'est vous effacer sa dette fiscale en contrepartie de la collection, qui vaut 600 millions. Donc vous êtes très gagnant. Alors vous dites, mais je comprends pas, c'est quoi le... Mais si, cette collection, en fait, que vous venez de vendre comme contrepartie à 400 millions d'impôts auxquels vous n'aviez aucune chance d'échapper, elle vous a peut-être coûté 20 ou 30 millions à créer. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu investir en attachés de presse, en magazine, en voyage, en foire, enfin, pour arriver à 30 millions, c'est dire,
Mais vous imaginez, il n'y a aucun secteur au monde où aussi vite on peut gagner autant d'argent sans prendre le moindre risque. Ben, il y a des gens qui en ont fait leur métier. Évidemment, c'est pas mon cas. Donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que l'art petit 1, il est utilisé par les politiques quand ça les arrange, les tableaux pédophiles. L'art, il est utilisé par les gens puissants pour faire de la défiscalisation, pour faire des montages financiers complexes, pour gérer des problèmes d'héritage. Mais tout ça, ça n'a pas été inventé en France, hein, ça a été inventé par les philanthropes. Mais le point qui est important, et que je continuerai dans une capsule suivante sur l'art, là on va dire que c'est le tome 1, donc il y aura un tome 2 dans lequel je vais expliquer comment, suite à la Deuxième Guerre mondiale, la CIA, avec un certain nombre de jeunes galeristes français ambitieux, avec des collectionneurs très riches, avec des fondations très riches mises en place et pilotées par des personnes qui étaient sensibilisées aux questions géopolitiques de l'État américain, vont faire disparaître les artistes communistes figuratifs engagés. Donc ils vont faire disparaître cette manière de peindre, puisque le tableau marquant, c'est le tableau Guernica, et j'ai fait une capsule déjà il y a quelques mois pour expliquer l'importance de Guernica. Et bien, ce qui est certain, c'est que le fait de rentrer comme ça sur le marché contemporain et d'essayer de motiver des gens à acheter des tableaux qui ne leur font passer aucune émotion, rien du tout d'intéressant, ça a quelque part vraiment affaibli considérablement le marché de l'art contemporain. Et on est rentré à une époque où en fait tout est cher, tellement cher dans des maisons de personnes extrêmement aisées, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'IKEA, un canapé chez IKEA, vous allez en trouver à partir de peut-être 150 €, et les canapés les plus chers chez IKEA, peut-être ils dépassent 1500 €, mais sans doute pas beaucoup. Mais vous avez la possibilité d'acheter des canapés, y compris des canapés aux enchères, considérés comme des canapés d'art, à 200, 300, 1 million, des canapés de designers très connus aussi, des chaises. Donc vous avez deux mondes considérables. Et donc, dans des mondes aussi considérables, avec des maisons qui valent des dizaines ou des centaines de millions, des yachts qui valent des dizaines ou des centaines de millions, évidemment, il faut de l'art très très cher. Parce que qui a envie de mettre de l'art pas cher au milieu de ça? Et donc, vous avez une surenchère de l'art qui devenait également, donc, d'une part, un moyen pour des gens qui avaient des grosses collections de faire monter les prix, en attirant des milliardaires russes, des milliardaires chinois, des milliardaires asiatiques pour acheter des tableaux à des prix complètement ridicules, 450 millions pour le Léonard de Vinci, dont on ne sait même pas si c'est véritablement un Léonard de Vinci. Et de toute façon, l'état de la toile fait qu'elle était quasiment disparue à 80%. Donc c'est les restaurateurs, entre guillemets, qui ont fait ce Léonard de Vinci et pas Léonard de Vinci. Mais bon, ça c'est vraiment une polémique inutile. C'était plus pour dire que donc on va avoir des ventes aux enchères extrêmement chères d'artistes, et ça va devenir aussi un symbole de puissance des pays. Donc ils ont monté un certain type d'art à des prix très élevés, ce qui va faire venir beaucoup d'argent des pays en question, mais surtout ce qui va permettre quelque chose d'absolument incroyable, c'est du blanchiment d'argent. Alors aujourd'hui, le blanchiment, il est encore plus facile avec les ports francs, puisque vous pouvez vous balader avec quelque chose qui vaut des centaines de millions. C'est un papier avec un code, une signature, un tampon, etc. Donc vous pouvez partir de Chine, où vous avez acheté un tableau et vous avez le contrat, vous l'avez acheté, je dis n'importe quoi, 20 millions, et vous pouvez arriver aux États-Unis et légalement le vendre, et vous allez avoir légalement aux États-Unis 20 millions. Le tableau a jamais franchi la moindre douane, il est toujours dans un port franc en Suisse ou à Singapour, ou dans un port franc à Genève, ou, enfin peu importe. Et mais surtout, vous pourriez aussi, là c'était pour faire une bonne affaire, ou
ou convertir du liquide quelque part en argent chèque ailleurs, mais vous pourriez effectivement le faire en ayant la galerie qui ne vous sert que de banque. Et je vais vous expliquer le mécanisme. La galerie va vous présenter des artistes, peu importe s'ils vous plaisent, et va vous en vendre pour 10 millions. Et l'artiste est jeune, donc le galeriste vous dit, comme l'artiste est jeune, comme je vais beaucoup investir pour faire monter sa cote, je ne veux pas que les gens qui ont pu acheter des tableaux très tôt, à un prix très favorable, puissent les vendre quand le prix va devenir plus fort. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si tu décidais de le vendre au cours des 3 prochaines années, c'est-à-dire avant que le galeriste ait réussi, avec toute la stratégie dont je vous ai parlé tout à l'heure, à faire monter le prix, eh ben, tu seras obligé de me le vendre à moi. Si le prix a considérablement augmenté, bah, je te l'achèterai plus cher. Et si le prix a considérablement baissé, bah, je te garantis qu'au pire, tu perdras 10%. Et donc, la personne, en fait, achète ça dans un pays où l'argent liquide est légal. Donc, il achète ça, par exemple, en Suisse, où on peut aller payer pour 10 millions un tableau, ou à Macao, ou à Singapour. Et donc, il a un contrat en bonne et due forme qui lui dit qu'il a acheté un jeune artiste et que, compte tenu de la jeunesse de l'artiste et son côté tout fou, etc., il peut pas le vendre dans les 3 ans. Sauf qu'il n'a jamais eu l'intention de garder les tableaux de cet artiste, il n'a jamais eu l'intention de les mettre au mur, ce collectionneur. En fait, il a juste besoin de blanchir de l'argent d'un certain pays et d'avoir de l'argent en France propre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en France, il va voir la filiale de la galerie en question et il dit « je voudrais exécuter le contrat ». Donc, la filiale va regarder si tout est aux normes, s'il n'y a pas de prise arrachée, s'il n'y a pas de... Et va dire bah écoutez, tout va bien, vous pouvez effectivement réaliser, mais vous allez perdre 10%, parce que le prix est pas beaucoup monté. Et donc, si vous aviez mis 100 millions, vous allez récupérer 90 millions. Alors, vous pouvez négocier, hein, dire, attendez, c'est pas ce qu'on m'avait dit, et puis peut-être obtenir 92 ou 93 millions. Mais là, vous avez de l'argent complètement légal. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre chèque et vous le déposez à la banque. On peut pas vous faire... Enfin, il y a peut-être des impôts, mais je pense que même pas, en fait. C'est juste que vous avez de l'argent propre qui arrive. Le tableau, il est l'exécution d'un contrat. Alors, il vaut mieux le faire aux États-Unis qu'en France, puisque les règles en France, elles sont assez incompréhensibles sur ces questions-là. Mais disons que la personne, en fait, a blanchi de l'argent sale d'un côté du monde et on a fait de l'argent propre de l'autre côté tout en se créant une collection. Donc vous comprenez maintenant pourquoi l'art n'est pas un marché régulé. Les marchés financiers sont des marchés régulés. Donc il y a le commissaire pour les valeurs boursières, pour les obligations, il y a comme une police spécialisée. Alors que pour la peinture, il n'y a rien de tout ça. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans une foire avec 3 stands différents, et ça arrive, dans le premier stand, il met des objets pas terribles d'un artiste, mais quelques bons objets. Et il les propose à un prix relativement raisonnable. Un peu plus loin dans la foire, dans le sens de la marche, il fait un autre stand, plus chic, avec des prix plus élevés, avec plus de matériel, etc. Et là, souvent, ça tape dans l'œil des mêmes visiteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas réalisé que tout ça se passait dans la même foire, parce qu'on est très sollicité, on voit plein de monde, etc. Et puis quand ils arrivent à la 3e boutique, là, ils se disent « mais je le connais bien cet artiste », alors qu'ils ne l'avaient jamais vu avant de rentrer dans la foire. Jamais. Et là, d'un seul coup, en fait, sans s'en rendre compte, ils l'ont vu 3 fois dans la foire, mais ils n'ont pas réalisé que c'était ça qui s'était passé. Ils ont pensé qu'ils avaient tout visualisé, tout ça. Là. Et donc, ils vont vendre plus cher, de façon plus prestigieuse, un artiste inconnu, mais qu'un certain nombre de personnes dans la foire vont
voir pour la première fois, mais en pensant qu'ils l'ont déjà souvent vu, à cause du conditionnement. Et évidemment, ces gens qui font ce genre, pas d'arnaque, parce que c'est vraiment utiliser la psychologie des gens, en principe, ils sont dans 3-4 endroits en même temps, dans d'autres salons, pour vraiment que ça monte à la tête. Et en fait, ils font ça en équipe. Donc c'est comme des chasseurs en équipe qui sont là pour ramasser le plus de dons à chaque fois qu'ils font quelque chose. Donc voilà, donc je vous expliquerai la prochaine fois beaucoup plus ce qui s'est passé avec la CIA. Vous verrez, c'est assez passionnant. Cette manière en fait d'avoir essayé de vider l'art de son sang, de vider les têtes des personnes qui regardent l'art au profit de quelque chose qui est totalement maîtrisable par les personnes les plus puissantes du monde. Voilà, alors pensez comme d'habitude à vous inscrire, pensez à mettre les pouces levés, pensez à commenter les vidéos, à partager les vidéos, si vous avez envie de faire des dons à cette chaîne, vous pouvez faire sur PayPal, sur Stripe, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur Substack, vous aurez tous les liens dans la description. On a créé également une cagnotte sur Litchi. Voilà, donc on est vraiment très heureux du début de cette aventure. On va le faire de plus en plus et on a besoin de vous dans le cadre de cette aventure. Voilà, donc tome 1 des discussions sur l'art et bientôt le tome 2.